Hi there, David here, and I just have a quick ask before we jump into the episode. The Quill Podcast Awards are open for nominations, and I'd be honored to have your vote. It's quick, it's easy, and it means the world to me. Just head over to papaphd.com/vote now before April 20th and add your nomination of Beyond the Thesis with Papa PhD in the Best Podcast of the Year and in the Best Science and Medicine Podcast categories, mentioning the link papaphd.com. It's as easy as that. Thank you for your support. Pour les gens qui sont en train de faire leur PhD maintenant, ou peut-être ceux qui vont faire des études de doctorat, franchement, réfléchissez bien à la recherche que vous voulez faire. Ça doit vraiment vous passionner parce que sinon, c'est impossible. Si je peux donner ce conseil aux gens qui nous écoutent, c'est prends le temps à travailler sur toi, à écrire quelles sont tes valeurs et à réfléchir si ce que tu es en train de faire, le travail ou la recherche ou ce nouveau projet, ça s'aligne avec ça. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, ton inspiration hebdomadaire pour ta préparation à ta carrière de rêve après le doctorat. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Nayana Guerrero. Nayana Guerrero est chercheuse en sciences sociales et directrice associée au département de gestion et de leadership au Tecnológico de Monterrey. Dis-moi si mon portugnol est assez bon pour toi. Il est parfait. Merveilleux. Titulaire d'un doctorat en sciences administratives de l'UNAM et d'études complémentaires à Sciences Po Paris et à l'American University, Nayana s'est spécialisée dans l'IA, le genre et la durabilité des entreprises. En tant que professeure, elle enseigne la gestion stratégique, le leadership féminin et la technologie dans les sciences sociales, inspirant les étudiants et étudiantes à relever les défis mondiaux de manière innovante. Nayana, qui prône un leadership inclusif et durable, met l'accent sur des approches multidisciplinaires pour promouvoir la transformation sociale et commerciale en défendant l'égalité des sexes, la durabilité et l'utilisation éthique de la technologie. Bienvenue sur Au-delà de la thèse, Nayana. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Merci à toi, David. Je suis super heureuse d'être ici dans ton podcast. Ça fait vraiment des années que je t'écoute et finalement, je suis ici. Donc, désolée de toi, tu dis ton portugnol, moi, mon franglish, mon spanglish. Mais t'as rien fais-toi-en pas, c'est très bon. Et d'ailleurs, dans cette communauté des gens qui décident d'aller en sciences et de devenir des académiques, ou en tout cas d'au moins aller chercher un diplôme, que ce soit maîtrise ou doctorat, eh bien c'est très naturel qu'on doit apprendre une autre langue et il faut qu'on soit confortable avec nos accents et qui dans le fond, je me le suis fait dire et là je commence à l'intérioriser, l'accepter. Notre accent fait notre intérêt, nous rend spéciaux d'une certaine façon et donc il faut pas être trop critique avec soi-même par rapport à ça. Ouais, tout à fait d'accord. Très bien. Merveilleux. Donc, Nayana, je t'ai décrit très rapidement comme c'est normal au début d'un podcast, mais tu es bien plus que tout ce que j'ai dit. Tu animes un balado, un podcast. Balado, c'est le terme québécois en passant. D'accord. Ouais, on dit une balado-diffusion ou un balado. Mais tu produis et tu animes un podcast sur leadership pour les femmes. Pour les femmes entrepreneurs, en tout cas, tu en parleras un petit peu. Mais tu as ton site web, nayanaguerrero.com. Donc, tu as plusieurs activités qui ne sont pas du tout ou pas exclusivement académiques. Et où je veux m'en aller, c'est que donc, comme personne, tes intérêts académiques,
déborde un peu en dehors de juste ta vie académique. Et donc, comme il y a un peu plus de complexité que ce que j'ai pu présenter en quelques secondes, je voudrais juste te demander de parler un petit peu donc de qui tu es, peut-être juste de comment tu as gravité vers le domaine de recherche que tu as décidé de suivre éventuellement en doctorat, ou même vers la science en général, et après de parler un petit peu de ça, comment ces intérêts se développent aujourd'hui, et après la conversation se développera à partir de là. Super. Bon, d'abord, David, je dois te dire que ton podcast, il est tellement nécessaire pour toutes les personnes qu'on a fait un doctorat, qui sont en train de faire un doctorat. Mais c'est tellement important de parler de Papa PhD, de Beyond the Thesis. C'est vrai que je me souviens. Je sais pas si avant c'était comme ça ou si ça a changé. Au début, c'était juste Papa PhD. Après, je me suis fait poser plusieurs fois la question de est-ce que c'était sur être parent au doctorat. J'ai dit bon, j'ai des épisodes sur être parent au doctorat, mais c'est pas la thématique centrale. Et il y a pas très longtemps, j'ai revampé l'image, et aussi j'ai étoffé le nom pour que là, ça soit un peu plus clair que c'est tout ce qui vient au-delà de la thèse, c'est ce que je veux mettre de l'avant dans le podcast. Oui, parce que je pense que tu montres vraiment toute cette complexité de ce que c'est Beyond the Thesis, non? De Exact. Ce que chaque personne, on est plus que notre thèse, on est plus Mais que oui. La vie. There is a life after a PhD. Donc Exactement. il y a une vie après le PhD. Donc voilà. Bon, je me présente. Alors, je m'appelle Nayana Guerrero. Je suis franco-mexicaine. Bon, ça c'est une autre histoire. Je suis née à Paris, mais j'ai vécu dans 6 différentes villes. J'ai vécu à la ville de Mexico, à Paris, à Grenoble, à Barcelone, Silicon Valley, Washington DC, et là maintenant je suis à la ville de Mexico. Donc voilà, je suis déjà dès ma naissance c'est un peu complexe, pas complexe dans la mesure où il y a un concept qui s'appelle third culture kid, c'est la fille de la troisième culture, et donc voilà, qu'on est un peu de partout. Et donc voilà, au bout d'un moment, juste pour dire que pendant au lycée, moi j'ai fait le lycée français, donc voilà, je suis mexicaine, mais j'ai aussi la nationalité française, donc voilà, je suis franco-mexicaine, et j'étais dans une école française à Barcelone. Donc voilà, wow. c'est déjà un peu, ça montre un peu ma personnalité. Mais oui, donc, oui. Voilà. C'est intéressant, je m'identifie beaucoup avec ça parce que moi je suis né en Belgique de parents portugais, mais né en Belgique, francophone au départ. Après, je suis revenu à 8 ans au Portugal avec ma famille. La révolution portugaise s'était passée en 74 et on est revenu quelques années plus tard. Et après, j'ai fait un peu l'école publique au Portugal et à un moment donné, j'ai fini mon lycée. C'est ça, j'ai fait depuis la 4e jusqu'en terminale au lycée français de Lisbonne. Donc, tu vois, il y a un parallèle. C'est marrant, mais c'est fou parce que je sais pas pourquoi, mais la vie, tout le temps, me présente des gens qui ont fait le lycée français. Ah oui, c'est drôle. Mais c'est fou. Mais là maintenant, David, c'est comme non mais encore une fois, voilà. Encore une fois, t'as fait le lycée français, mais donc à Portugal. À Lisbonne, oui, au Portugal, oui. À Lisbonne, ouais, tellement beau Lisbonne. J'étais l'été dernier. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc c'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais, et d'ailleurs, je dois dire que le passage du système public portugais au lycée français a été difficile parce qu'il y avait des décalages de curriculum, surtout en mathématiques. Mais j'apprécie tellement tous les bons profs que j'ai eus au lycée français et je sens qu'aujourd'hui, le fait que je suis ici en train de parler en français avec toi et que je suis à Montréal, j'ai fait mon doctorat ici, en partie, le fait que je suis allé terminer mes études de lycée au lycée français ont un lien avec ça. Et aussi mon intérêt pour la science, le fait que je suis allé en génétique et microbiologie, etc. C'est parce que j'ai eu des profs au lycée français qui étaient très bons et qui m'ont ouvert les portes vers ça et la passion vers ça.
Mais c'est intéressant. C'est intéressant que que tu croises des personnes comme ça qui. C'est que dans le fond, on fait partie d'une communauté commune et on le sait même pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et en plus, ce que tu dis de comment les profs au lycée ou au collège nous marquent. Ah Moi, oui. franchement, l'année qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait être ce que je suis maintenant ou travailler de la façon dont je travaille maintenant, c'était au lycée, hein. Ah oui. C'était au lycée français de Barcelone, oui, Carrément. parce Ok. que c'était tellement, enfin, en plus c'était, bon, nous on est de l'époque des copies doubles et que, Oh oui. voilà, non, qu'il Copie fallait double. écrire à la main et Ah donc, oui. Oh là là. donc, Oui. ouais, donc moi, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a formé, cette formation assez un peu rigide Oui. non, Et structuré. Oui, oui. les structurer, etc. Le plan, le un le petit A, petit B, le 2 petit A, petit B, la conclusion, Ah introduction, oui. conclusion, je le fais, Commentaires je l'utilise composés. maintenant. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est vrai. L'enseignement du français, de la façon qu'il était fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. M'a beaucoup aidé à apprendre à organiser mes idées. C'est sûr, sûr, sûr. Si, tout à fait. Et donc voilà, bon, donc pour me présenter, je me présente comme une scientifique sociale. Plus que mon job que j'ai maintenant, plus que le job que j'aurai dans un futur ou le job que j'ai eu avant. Parce que voilà, c'est n'importe où je suis, je suis une scientifique sociale. Je travaille dans l'intersection donc de leadership, du management et de l'intelligence artificielle. Et dans cette intersection, je fais des podcasts, je fais de la recherche, je suis speaker, je fais des formations, voilà, je coach des gens. Ouais, donc voilà, c'est ça ce que c'est ça. Et là maintenant, comme tu l'as commenté, je suis directrice d'un département de leadership et de management au Tec de Monterrey, un campus qui s'appelle le campus État du Mexico. Il y a 26 campus au Mexique, donc un des campus, c'est État du Mexico. Donc voilà, là, ça c'est mon poste. Mais ce que je fais en général dans tous les domaines, c'est exactement ça. Ok. C'est Et tu fais de parler, différentes façons. nerder. Ouais, de différentes façons, voilà, c'est ça. Ouais. Excellent. Parle-nous un petit peu parce que là, on est sur au-delà de la thèse avec Papa PhD, donc les gens sont toujours curieux de comprendre. Donc ceux qui sont encore, disons au doctorat par exemple, aiment comprendre. Ok, quand l'invité était comme moi à la deuxième année, voilà qu'est-ce qui se passait dans sa tête, voilà quelle réflexion il avait, et en tout cas, et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus en détail de ton parcours académique, peut-être même en commençant avant le doctorat, de qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je veux aller vers la recherche, je veux aller chercher ce diplôme, et après, on peut aussi parler de pourquoi l'intérêt pour ton domaine spécifique. Si. Donc avant le doctorat, alors quelque chose qu'il faut souligner, c'est le fait que ma mère et mon père, les deux, ils ont un doctorat. Et ça a un impact dans la vie, surtout dans la vie des femmes. Le fait le niveau d'études le niveau d'études du père va marquer aussi, va avoir un impact dans la vie des femmes. Moi, j'ai 3 frères et moi, je suis la seule femme. Donc voilà, ça a eu un impact parce que, depuis que je suis petite, c'était toujours docteur bla et docteur bla, enfin mes parents, hein, docteur Ramirez, docteur Guerrero, donc j'ai grandi comme ça, tu vois. Ouais, et donc pour moi c'était oui, moi j'ai toujours eu cette idée de je veux avoir un doctorat. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien le fait d'avoir un doctorat. Après, donc du coup après j'ai fait la licence. Donc j'ai fait le lycée, j'ai fait le lycée en France à Grenoble et à Barcelone, puis après je suis revenue au Mexique. Et au Tec de Monterrey j'ai fait
Business Administration pour la licence. Puis après, j'ai fait une année d'échange à Sciences Po à Paris où j'ai fait un certificat de d'Economics and Business. Et voilà. Après, je suis revenue au Mexique. J'ai travaillé un peu. Puis au même temps, quand j'étais en train de travailler, ça faisait je me suis graduée de la licence en 2010 et en 2015. Donc, ça faisait 5 années que j'étais plus en train de faire des études ni rien. J'étais en train de travailler. Et ça me manquait un peu cet aspect un peu l'université, un peu l'école, un peu académique, un peu utiliser cette partie du cerveau que c'est différent que quand tu travailles voilà donc voilà et j'ai fait un master en gestion de la technologie où j'ai fait une thèse et bon voilà pour moi j'ai toujours été un peu high achiever donc c'était c'est quoi le top que je peux avoir donc si tu fais une thèse et t'as mention très bien dans la thèse et t'as 10 sur 10 pendant tous les 2 ans de ton master tu peux avoir une médaille donc moi j'ai visé ça et j'ai fait Je veux ça. la médaille. Donc, mais bon, comme toutes les personnes que tu interviews, David, après, toutes les personnes qui ont fait un PhD, ce sont des high achievers. Hein, oui, bah oui, d'une certaine façon, oui. On Oui. veut un défi plus dur, plus tough, comme on dit ici au Québec. Ouais, voilà. Donc après, quand j'ai fini mon master, j'ai eu tout ça, je me suis dit, bon, je crois que l'école, je suis pas si mauvaise que ça, non? Mhm. Et aussi quand j'ai fini ma thèse du master, c'est là où j'ai trouvé ce que je voulais faire comme en tant que recherche. En tant que chercheuse, ok, je comprends. Ouais, en tant que chercheuse. Donc voilà, je me suis dit I'm gonna apply for the PhD. Donc je vais apply for the PhD. Et voilà, donc pas à la première, mais à la deuxième, j'ai été prise. Et donc voilà, c'est ça quand j'ai décidé de faire mon doctorat. Donc ça c'est l'histoire académique. Mais oui. Mais j'ai quelques questions par rapport à ça. Parce que, bon, tu as un trajet particulier qui était... Tu avais pris un tournant plus business au départ. Et finalement, tu décides que finalement, la recherche, ça t'intéresse et tu vas vers le master. Comment c'était pour toi de dire aux gens autour de toi, mais aussi de te présenter à un programme de maîtrise et d'expliquer d'une certaine façon? Ou est-ce qu'on t'a posé la question, pourquoi maintenant une maîtrise si vous avez déjà un parcours business, disons, et de la formation complémentaire? Est-ce que c'est des questions que tu as eues ou tout ça s'est passé tout simplement ce retour, disons, à l'académique? J'avoue que j'avais envie de faire des études. Donc, et aussi, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un business et ça n'allait pas très bien dans mon business. J'avais une boutique où je vendais des trucs pour des fêtes et des mariages, etc., okay. etc. Et j'étais entrepreneuse. Mais après, ça me prenait tellement la tête parce que je n'arrivais pas à vendre et j'ai fait faillite. Et après, je me suis dit, non, mais, ça va pas dans je suis pas à la bonne place, c'est ça? Je suis pas à la bonne place, voilà, je suis pas à la bonne place. Et en même temps, il y a eu cette opportunité on m'a dit, pourquoi tu fais pas une maîtrise? Je savais que je voulais faire une maîtrise et je pensais que c'était le moment parce que voilà, au business, ça n'allait pas du tout. Et après, quand je suis allée à l'université pour poser la question, tout ce que j'ai besoin pour rentrer ici, pour m'inscrire, etc. Et on m'a dit que je pouvais avoir une bourse. C'est-à-dire qu'on pouvait me payer pour faire des études. Et moi, c'était comme, non, mais comment ça? Parce que c'était à l'université publique. Oui. Et en plus, vu mes notes de licence et voilà,
Donc, je pouvais avoir une bourse. Et pour moi, Wow. c'était comme, non, mais comment ça? On va me payer pour Mm. apprendre? Et Très bien. donc, je me suis dit, non, non, mais ça, c'est super qu'on te paye pour apprendre. Et comme ça, j'aurais plus le problème de trucs de business qui me prenaient la tête. Ben oui. Et je me suis dit, non, non, mais oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis mise à fond oui, alors je veux avoir, c'est quoi le meilleur truc que je peux atteindre, c'est quoi et donc voilà, c'est pour ça que j'ai foncé. Merveilleux, merveilleux. Et donc, tu as eu une bourse pour Mhm. ces 2 ans de maîtrise? Ouais, Très bien, ouais. mais ça c'est merveilleux. C'est une belle découverte que tu as faite et donc tu as pris t'as pris cette chance et tu l'as faite et tu as essayé de performer, en tout cas, t'as tenté de performer le mieux que tu pouvais. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à quelque chose que tu disais souvent les gens devant moi ont l'autre côté, comme moi, de ne pas avoir des parents qui sont passés par là. Et toi, tes frères, j'ai pas compris si tes frères étaient plus âgés que toi ou plus jeunes. Plus âgé. Plus Mhm. âgés, donc. Et est-ce qu'eux aussi, ils sont allés dans l'académique ou non? Non. Bon. Aucun. Excellent. Bon, c'est parfait. C'est correct. Je voulais juste savoir. Là, je l'ai donné. En tout cas, je peux comprendre aussi, peut-être pourquoi. Mais ma question pour toi, c'est, parce que souvent, les gens, ils disent ça quand tu es le premier de la famille. On est un peu perdu. On n'a pas tous les repères ou juste, on n'a pas obligatoirement directement les bons instincts de quoi faire à quel moment. Est-ce que tu sens que le fait d'avoir peut-être un peu de mentorat, puis je le dis sans t'avoir posé la question si tu l'as eu ou non, mais de la part de tes parents, juste le mentorat comme organique de qu'est-ce que tu sais de savoir quand est-ce que je dois m'inscrire à ça, est-ce que je devrais approcher des profs pour des projets, etc. Est-ce que c'est des conversations que tu as eues avec tes parents à un moment donné ou est-ce que tu as navigué ça tout seul juste parce que je trouve que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça change d'avoir des parents, dans nos cas les 2 parents, qui avaient eu qui avaient eu leur diplôme doctoral. Oui, ça change beaucoup. Évidemment, le fait d'être entouré, les personnes ouais, autour de moi, évidemment, ont une influence très forte et encore plus quand ce sont tes parents. Eh oui, Et dans mon côté aussi, parce que oui, je suis dans ma famille, c'est une famille mexicaine, enfin. Donc c'est une famille la famille au Mexique, c'est une des valeurs, je pense, la plus importante. Et donc oui, évidemment, le fait d'être entouré avec mes parents, donc, le fait que mes parents aient un doctorat, ça a beaucoup influencé. Mais chacun, ils ont un doctorat dans un domaine différent. Ma mère, c'est dans les sciences politiques, mon père, mathématicien. Donc, ouais, donc moi, c'est business. Donc, c'était le truc que ça soit un truc de business et c'était des trucs différents. mais oui. Et, ouais, et donc, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pendant le master et ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans le doctorat. Et ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est que j'ai eu de très bons, mentors, mentor. Et ouais, même dans mon master, les personnes qui ont fait partie de mon comité de thèse, etc. Ils m'ont beaucoup. C'était des personnes qui m'ont beaucoup aidé et aussi. Et pendant le doctorat, alors ça c'était quelque chose qui était clé et que là maintenant que j'ai fini mon doctorat, ça continue à être quelque chose de tellement super important. Donc ça ça a Donc eu les un personnes qui t'ont impact. entouré dans le processus doctoral, dans le processus de maîtrise et qui étaient tes mentors ou tes supérieurs, j'imagine, c'est ça. Ouais. Très Les bien. supervisors, Oui, les superviseurs de la thèse. les encadrants de thèse. Très bien. Mhm. Et Ouais. Donc oui, et ça oui, non, ça c'est clé hein. c'est clé. C'est super important. Ouais. C'est super, super important. Des fois, c'est difficile quand on choisit un labo de d'avoir l'heure juste par rapport à est-ce que finalement c'est un bon match ou pas pour moi. Mais il faut essayer de faire le plus possible de recherche, disons, avant de choisir un labo pour pouvoir pour que cette relation qui est super importante tout au long de notre thèse soit la meilleure possible et que l'appareillement soit le meilleur possible entre toi et ton superviseur ou ta superviseure. C'est vrai, c'est vrai.
Si, parce que ça va marquer ton futur. Enfin, ton présent et ton futur. Et moi, ça m'est arrivé que quand j'ai fait la première fois que j'ai, I applied for the PhD, la première fois que j'ai appliqué pour le PhD, pour le doctorat, euh, la personne qui a fait mon entretien et qui allait être la personne que si je rentrais, elle allait être ma superviseure principale de la thèse. Ah non, mais la relation, non, mais dès le début, qu'elle a commencé à me poser des questions, etc. Non, ça allait pas, enfin, tu peux le sentir, ça allait pas du tout, ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Et après, j'aurais jamais imaginé comment ça serait passé, si elle aurait été, enfin, j'aurais pas du tout le parcours que j'ai eu. C'est ma vraie, hein, parce que, et donc, c'est pour ça que je me dis, mais thanks God que j'ai pas été que j'étais refusée la première fois. Parce que sinon, ça allait, Ça aurait pas été aussi j'aurais, bon. non, pas du tout. Donc Et, parfois, c'est oui, bien vas-y. quand Vas-y, parfois, t'allais dire. non, parfois c'est bien quand t'es pas accepté dans un programme à la première. Parfois Oui. c'est un cadeau. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et des fois, on peut le prendre personnel et s'acharner et mais pourquoi, ou d'essayer de discuter. Mais des fois, si ça n'arrive pas, mais c'est parce qu'il y a des raisons que nous on n'a pas ressenties, mais qui étaient là sur la table, et qui, dans ce cas, c'est que le match n'était pas là. Juste une question pour juste revenir une petite dernière fois sur le fait d'avoir de la famille, en tout cas des parents qui ont suivi le processus, tu sais, qui ont fait ce processus-là. Est-ce que après, par exemple, cet entretien-là avec cette superviseur que tu as senti que en tout cas ça marche pas, ça n'aurait pas marché, t'as pas été prise. Est-ce que tu en as discuté avec tes parents? Est-ce qu'ils avaient du feedback à te donner par rapport à ça, ou pas vraiment? Ah non, si, c'est la première fois que j'ai appliqué et que j'ai pas été prise et j'ai eu un entretien, mais horrible, le pire on m'a même conseillé de ne pas faire un doctorat, on m'a écrasé, hein. Oh non, on m'a écrasé. Ah oui. Non, mais les gens, quand ils sont, ouais, mais les gens, quand ils sont, je sais pas, quand ils ont d'une façon différente de penser, voilà. Oui, on s'entend bien. Et ils essayent de te décourager. Ils ont essayé ils ont essayé de me décourager, de me dire, non, tu devrais attendre. Il faut que tu renforces bla ou bla ou bla. Non. Et moi, je dis non. Alors, je peux réappliquer le prochain semestre. Ils m'ont découragé. Ils m'ont dit que non, que j'avais pas le profil de faire un PhD. Non, mais tu es quoi, mon mec? J'étais ultra, évidemment, j'étais ultra démoralisée parce que voilà, t'arrives toute contente avec cette personne a de toute l'autorité. l'énergie. Et après, cette personne et en plus, c'est une personne oui, voilà. Donc, non, ça m'a complètement démoralisée. Au bout d'un moment, oui, j'ai réfléchi à, peut-être c'est pas la voie pour moi. Parce que quand quelqu'un qui est de l'autre côté te dit, non, toi, tu rentres pas dans ce club. Ben là, ça résonne dans ta tête après, oui. Ben, ça résonne, si, ça a un impact. Et donc, moi, j'étais ultra démoralisée. Mais bon, le truc qui est bien, c'est que je suis très bien entourée. Mon réseau de soutien, c'est pas seulement, enfin, la famille, les amis, tout ça, c'est un réseau de soutien très fort. Et donc, ils m'ont dit, mais Nayana, mais s'il te plaît, enfin, mais non, mais tu vas le refaire et tu vas le faire mieux. Donc, c'était pas seulement, enfin, oui, c'était mes parents, mais aussi mon entourage en général. Donc voilà, c'est bon, tu pleures 2-3 jours et après, c'est bon, on s'essuie les larmes et on continue, on fonce. Voilà. Et voilà. Et la deuxième fois, ça a marché. Est-ce que t'as fait quelque chose est-ce que t'as quand même si t'as eu peut-être une idée que finalement il y avait juste quelque chose de personnel qui marchait pas, est-ce que t'as quand même changé ce que tu as fait à la deuxième fois? T'as changé quelque chose dans quand t'as postulé la deuxième fois? Est-ce que tu t'es préparé différemment de la première? Si, je me suis préparée pendant. Ouais, je dis ça super vite, mais non, mais je me suis super préparée. Hein. J'ai pris un semestre pour mieux préparer mon protocole, non, protocole d'investigation, c'est-à-dire protocole de recherche. Mon protocole de recherche. Et donc, je me suis
ultra préparée. J'étais dans un séminaire pour exactement pour faire mon protocole. Puis après, j'ai pris plein de cours de scientific writing, d'écriture scientifique. Je me suis approchée. J'ai fait ma propre, c'est-à-dire j'ai pendant 6 mois, j'ai fait ma propre recherche pour pouvoir faire un bon protocole et pour m'approcher aux personnes avec lesquelles moi je voulais travailler. Et donc j'ai pris des cours avec ces personnes pour voir si sa façon de penser ça avait un match avec ma façon de penser. Et aussi ça m'a servi à moi de choisir. Bon, moi j'aimerais beaucoup avoir ABC dans mon comité de thèse. Ouais. Et après, je me suis approchée avec ces personnes pour aussi leur montrer que j'étais quelqu'un qui travaillait bien, que je voulais faire partie de ce labo et leur démontrer avec mon propre travail que voilà, que j'étais la personne indiquée pour pouvoir travailler dans ce labo. Et voilà. Et 6 mois après, ça a marché. Merveilleux. Et donc, dans cet intervalle-là, est-ce que tu avais encore ta bourse de maîtrise ou c'était fini? Non, c'était fini. C'était fini. Donc non. Là, t'as pris des cours comme élève indépendante là et tu faisais quelque chose d'autre entre temps. Ok, parfait. Très bien. Voilà, je travaille dans d'autres choses en même temps et voilà, c'était très bien. Mais c'est super. Puis 6 mois pour changer, pour changer quelque chose de non à oui, c'est quand même assez rapide, moi je trouve. Mais t'as été très comment dire. Tu as pris une approche très pratique, très pragmatique et très ciblée et ça a marché pour toi. Et en plus, tu as inclus quelque chose que pour moi, j'essaye de passer toujours le message comme quoi c'est super, super important. C'est le networking, le réseautage. Tu es allé parler à ces gens-là que tu pensais, est-ce que oui ou non, j'aimerais travailler avec eux. Fait que non seulement toi, tu as pu savoir de quoi ils étaient faits et si vraiment l'intérêt pour toi était là ou pas, mais eux aussi ils ont pu apprendre à te connaître et ça c'est super super important, donc bravo, vraiment merci d'avoir partagé ça parce que je trouve que ça, il y a plusieurs petits messages qui sont très transférables au cas d'autres personnes qui peuvent être en train de nous écouter et qui se sentent un peu seuls ou perdus par rapport à ce processus. Non, on peut toute seule ou tout seul faire prendre des petites initiatives, mais qui ont un gros impact. Et pour toi, ça l'a eu carrément. Merveilleux. 6 mois, c'est pas beaucoup. Non, 6 mois, c'est pas beaucoup, mais c'était 6 mois que j'étais super focus. C'est ça. Donc, enfin, je focalisais. J'étais concentrée pour. T'avais un objectif très clair et exact. Excellent. Ouais, excellent. je pense. Ouais. Et donc, juste maintenant parce que là, on a compris comment ça s'est passé ce passage au doctorat, mais la chose que j'aimerais rapidement que tu partages, c'est parce que tu nous as dit à la fin du master, je savais c'est quoi que je voulais comme thématique de recherche. C'était quoi? Et après, fais-nous le lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Si. Alors, à la fin de mon master, donc quand j'étais en train de faire mon master, donc oui, j'étais concentrée pour faire ma thèse, etc. Mais en même temps, je travaillais dans une entreprise de data science, dans un projet dans l'Institut mexicain de la sécurité sociale, dans un projet technologique. Et donc là, à l'étage où j'étais, c'était que des informaticiens, moi j'étais project management, et je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui travaillaient là-bas, c'était des hommes. Mais moi, comme c'était un projet spécifique c'était un projet spécifique. Donc, moi, ce que je devais faire dans ce projet, c'était de faire tout faire un peu de gestion de projet et en même temps, donc j'avais accès au budget, etc. Donc moi, je savais tout
tout le budget qu'il y avait pour ce genre de projet. Et je me disais, mais pourquoi les femmes ne sont pas intéressées dans ce domaine, si c'est un domaine où on a besoin de gens, et en plus, enfin, ça paye bien, tu vois. Donc, pourquoi les femmes ne sont pas intéressées dans ça? Si après les gens qui sont ici, ben, c'est des gens comme normaux, comme d'autres personnes, tu vois, et donc, c'est là que j'ai commencé. Donc, mais ça, c'était à la fin de ma thèse. Ma thèse, je l'ai fait sur Big Data, un modèle de Big Data Analytics pour la prise de décision. Donc voilà, il y avait rien de genre là-bas. Mais quand j'ai fini, c'est là que j'ai commencé à me dire pourquoi il n'y a pas de femmes ici? Elles sont où les femmes ici à cet étage, dans ce domaine où elles sont où? Donc j'ai commencé à me poser des questions et donc j'ai commencé à faire de la recherche et après je me suis dit mais pourquoi les Google, Facebook, les GAFAM, pourquoi ce sont que des hommes? Et donc j'ai commencé à me poser toutes ces questions. Mais en même temps, aussi, moi, en tant que fille d'un père qui est mathématicien, je me suis dit, pourquoi moi, j'ai pas pris, parce que moi, mon bac, j'ai fait un bac littéraire. Ok. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir avoir des bonnes notes si je prenais quelque chose de science. Ah oui. Et même moi, que j'ai aussi une fille d'un homme qui a un doctorat en mathématiques, c'est-à-dire j'avais mon prof à la maison. Mais oui. Oui. C'est intéressant. Donc toutes ces questions m'ont fait commencer à faire genre ces études de genre enfin en me questionnant ma propre histoire, moi. Merveilleux. Merveilleux. Mais je vois totalement le cheminement. Et donc maintenant, aujourd'hui, là, donc tu fais ces différentes choses, tu enseignes, tu as tes activités. Comment est-ce que, au jour le jour, ça ressemble à quoi une journée de Nayana Guerrero par rapport à, c'est ça, j'enseigne, j'ai des personnes que je coach, j'ai des conférences que je vais donner. Comment c'est quoi le lien entre ce trajet, dans le fond, finalement, académique, PhD que tu as eu, et ce patchwork, cette mosaïque de choses que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est quand même varié. Est-ce que la diversité de ce que tu fais est en lien avec ton profil de curiosité, mais aussi de chercheuse? Je pense que j'aimerais voir si on peut trouver un lien là. Oui, alors là maintenant j'ai un nouveau poste. Je suis directrice d'un département de leadership et de management au tech. Et donc, dans ce poste, c'est-à-dire, il y a 40 profs qui font partie de ce département. Donc, ce que moi je dis, c'est, je suis comme, mon rôle, c'est de faire briller 40 profs et voilà, d'identifier quels sont leurs talents et pouvoir et de faire briller aussi de programmes de licence, que c'est le programme qui s'appelle c'est que ça a changé maintenant, ça s'appelle stratégie talento, mais c'est ce que avant ça s'appelait business administration. Là maintenant c'est la licence en stratégie et talent, mais c'est exactement business administration et aussi de psychologie organisationnelle. Donc c'est ces deux programmes. Et de faire des stratégies pour que tout ce département et 40 profs puissent briller. Voilà. Et aussi, bon, s'il y a quelqu'un qui nous écoute aussi, dans mes activités, ce que je dois hire, désolée. Embaucher. Embaucher. Voilà, je dois embaucher aussi des profs. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient être profs à une université, à la meilleure université mexicaine privée, dans le management et le leadership, vous pouvez m'envoyer votre CV.
On est toujours en train de chercher du talent. Et voilà. Donc voilà, maintenant je fais des trucs vraiment un peu plus administratifs, si on dit ça comme ça, parce que on m'a posé une question clé quand j'étais en train de faire d'envoyer mon CV. C'est Nayana, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller plus dans la voie du monde de être prof à temps complet, c'est-à-dire de fin fond recherche à fond, écrire des scientific papers et voilà, recherche et cours, ou tu peux aller dans cette autre branche, dans cette autre path, dans cette autre branche au niveau de directrice, de directrice. Donc voilà, ce sont deux voies. Et bon, moi je me suis dit, je crois que mon profil, vu que c'est assez varié, et moi j'adore être en communication d'autres personnes, etc. Donc, j'ai pris l'autre option, l'option ouais, voilà, l'option du leadership, dans le fond. De leadership, voilà, du leadership. Parce que je me suis dit, j'ai déjà fait de la recherche dans le leadership des femmes. J'ai déjà, écrit, fait de la recherche, faire des conférences. Et là, maintenant, c'est le moment pour moi d'avoir un rôle de leadership et de pouvoir avoir ce rôle important d'être entouré avec 40 personnes qui sont magnifiques et de pouvoir être en communication aussi avec les entreprises, parce que voilà, à l'université il faut toujours être en train de chercher des projets pour les élèves. Donc voilà, pour moi c'était le travail parfait où je pouvais faire exactement ce mix que je suis moi-même. J'aime, donc du coup, je continue à donner des cours, beaucoup moins qu'avant, mais je continue à donner des cours. Je fais de la recherche si je veux. C'est-à-dire ça, c'est parce que c'est pas obligé, mais je continue à écrire si je veux. Et je suis en communication avec des personnes merveilleuses, des profs merveilleux, et voilà. Donc pour moi, c'était comme ça l'intersection parfaite. Ben oui, mais c'est merveilleux parce que ça montre, en tout cas, souvent les personnes, les jeunes scientifiques n'ont pas la notion dans le système académique de tout le type de rôles qu'ils peuvent combler. Et pas tous les rôles sont de professeurs-chercheurs. Et il y a des rôles, comme le tien, où, oui, il faut quelqu'un qui ait un parcours académique. Oui, si on a quelqu'un qui a un parcours de recherche et qui peut donc participer dans des conversations, comme tu dis, avec différentes parties prenantes et avec des professeurs, etc., c'est important, mais qui n'est pas cette voie je me spécialise dans un domaine, j'ouvre mon labo, etc. C'est super, super intéressant. Et c'est super utile de normaliser ça et de mettre ça à la lumière du jour pour que les personnes puissent se permettre de s'imaginer différentes issues à leur parcours académique. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Et puis bon, après ça varie aussi. Je pense que quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que dans un de tes podcasts de Matteo Tardelli, qui parle des valeurs. Oui. Je me suis vraiment sentie tellement identifiée. Ah oui. Parce que je suis tout à fait d'accord. C'est si tes valeurs, elles font un match avec ce que tu veux faire, ça c'est le plus important. Mais oui. La vie elle est simple. Non? Ouais. C'est vrai. Enfin, moi je montre que c'est comme parfois tu sais, David, c'est marrant parce que je vais te partager ça. Ça m'arrive beaucoup et j'étais en train de faire un entretien avec un prof et donc moi là maintenant je me suis habillée comme ça pour le truc, mais parfois je m'habille comme ça normal non, parfois même les élèves parfois maintenant moins, mais avant c'était comme la prof elle est où, et moi je dis je sais pas, elle est où la prof. Donc parce que mais tu sais, c'est marrant de voir comment on a parfois les personnes, on a cette idée de si t'as un poste, tu vas te comporter de cette façon, Oui. parce que, ou si t'as un doctorat, donc un homme, et regarde-moi. Et moi, je suis un peu contre ça, parce que c'est juger les gens par rapport à comment ils se voient, comment ils s'habillent, Oui.
et c'est très intéressant de voir que quand je commence à parler avec des gens qui me connaissent pas du tout, qui savent rien de mon rôle ni rien, et que et après que petit à petit ils commencent à comprendre, ah non mais mince, c'est elle qui va décider enfin Si je... c'est ça. Donc et tu commences à voir comment ça change. Je pense que c'est important d'être comme on est, d'avoir nos propres valeurs. Et parce que nos valeurs et qui on est va nous accompagner n'importe avec qui on parle et avec dans quel rôle on est. Oui. Donc, je voulais juste reprendre ça d'un des interviews que t'as eu, que j'ai adoré. Non, c'est super important. Et en plus, tu sais, quand on prend un emploi, habituellement, on va être là au moins 1 an, mais peut-être 2 ans, 3 ans. Maintenant, c'est plus court qu'avant. Là. Les gens, ils changent. Je pense qu'au 2 ans et demi, ils changent. Mais c'est long être 2 ans à une place où les valeurs sont pas alignées avec les tiennes. À la fin de la journée, t'es brûlé, là. S'il faut que tu fasses semblant que tout va bien pour toi, mais qu'il y a des choses qui te dérangent vraiment dans ta mission personnelle ou dans la culture de la place. Donc, oui, cette conversation avec Mathéo était très intéressante en tout cas, merci à toi de la ramener sur la table parce que, oui, c'est important de... quand on est en introspection et aussi en exploration, d'avoir cette espèce de petite bloc-notes à côté de nous qui est c'est quoi mes valeurs et est-ce que cette chose que j'explore ou est-ce que cette question que je me pose elle va me faire sortir de l'alignement avec mes valeurs parce que c'est beaucoup de travail mental et émotionnel, c'est une charge émotionnelle grande de faire semblant que tout va bien quand on n'est pas vraiment confortable ou où on est ou avec ce qu'on fait ou avec les collègues ou le management qu'on a. Donc oui, merci. Ou avec la recherche qu'on est en train de faire aussi. Ou avec la recherche qu'on est en train de faire. Enfin, je pense que ça, pour les gens qui sont en train de faire leur PhD maintenant, ou peut-être ceux qui vont faire des études de doctorat, franchement, réfléchissez bien à la recherche que vous voulez faire et ça doit vraiment vous passionner parce que sinon c'est impossible. Enfin moi je crois que j'ai pu finir ma thèse parce que vraiment je me suis aussi ça dépend de chacun non mais moi je suis quelqu'un de si je trouve pas si ça s'aligne pas ce que je fais soit de la recherche, soit mon podcast, soit les gens avec lesquels je m'entoure, si ça s'aligne pas avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que vraiment je pense, je peux pas le faire. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, je suis super passionnée de la vie en général. Donc voilà, je pense que ça c'est tellement important. Soit la recherche, soit soit en train de faire de la recherche, soit en train de travailler, soit whatever. Franchement, prends le temps de faire si je peux donner ce conseil aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment prends le temps à travailler sur toi, à écrire quelles sont tes valeurs et à réfléchir si ce que tu es en train de faire, le job, le travail ou la recherche ou ces nouveaux projets, ça s'aligne avec ça. Si ça ne s'aligne pas, ne le prends pas. Parce que ton travail, ça se reflète, cette énergie, ça se voit, parfois c'est comme, je suis tellement heureuse que je peux même pas ne pas le dire, ne pas montrer parce que, tu vois, c'est comme ça, je pense que ça c'est très très important. Oui, extrêmement important. Mm-hmm. Et après, c'est pas juste au doctorat, après dans votre vie professionnelle, c'est ça, essayez toujours de faire cet exercice, essayez toujours de comprendre, est-ce que je suis en train de suivre le script de quelqu'un d'autre ou le mien vraiment? Parce que des fois, des fois, ça peut être ça aussi, là. En tout cas, moi, je viens du Portugal et peut-être que je dis ça par rapport au Portugal et aux cultures latines, mais peut-être que c'est pas juste nous, mais c'est possible des fois d'aller jusqu'au doctorat parce que, tu sais, toi, c'était pas le cas, mais parce que on a un ou des parents ou je sais pas, d'aller vers le droit parce que on a des parents qui veulent qu'on soit avocat, d'aller vers la médecine parce qu'il y a des parents qu'on veut être docteur. Et finalement, si c'est pas aligné avec nous, à un moment donné, il y a quelque chose qui va déraper, là.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, je te partage dans mon cas, il y avait personne qui était dans le domaine du business. Et il y a pas, Oui. enfin, non, c'est pas ça. Et, et, et parfois défendre que non, moi, je veux être dans cette voie, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est exactement ça. Et je pense que vraiment, quand tu t'attaches à quelque chose, que tu t'accroches à quelque chose, que c'est vraiment ta passion, ben, ne le, c'est puissant. Lâche-le pas, oui. Ne le lâche pas, voilà, c'est ça. Excellent. Naina, on arrive vers la fin de notre conversation. Mais j'ai quand même, parce que je sais que, donc, et tu l'as mentionné, mais ton podcast, le coaching que tu offres, c'est en lien avec le leadership pour les femmes. Je pense que c'est pas spécifiquement juste dans les STEAM, sciences, technologies, mathématiques et ingénierie, mais en général. Et j'aimerais savoir, étant donné que ce qui a éveillé en toi ce désir d'aller faire cette recherche, c'était une observation que autour de toi, t'étais la seule ou il y en avait peu de femmes dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler... Là, je vais te laisser parler de ta mission que tu t'es donnée avec ces différentes... Et tu peux parler des différentes choses que tu fais. La mission que tu t'es donnée avec, le type de personnes vers qui... Donc, qui sont ton public cible pour ces activités-là. Et est-ce que tu sens une différence entre la fin de ton master et aujourd'hui, peut-être par des histoires de femmes avec qui tu as travaillé, mais juste peut-être aussi par ton expérience dans ton département, etc. Est-ce que les choses changent à ton avis? Je sais que c'est une question vaste là, donc comment si tu veux, tu peux commencer. Peut-être moi je dirais, on a très peu parlé de, on n'a pas encore, je t'ai pas encore laissé le temps de parler de ce que tu fais, ton offre, disons, et ce que tu fais à côté par rapport aux conférences, par rapport au coaching, par rapport au podcast. Fait que peut-être parle de ça et après on peut peut-être terminer sur une note de où est-ce qu'on est, est-ce que ça évolue et peut-être des conseils pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui parce que des fois être scientifique c'est aussi être leader, donc on pourrait essayer de les inspirer aussi. Donc voilà, être en 2020, au milieu d'un procès de divorce, d'un mariage de 10 ans, de plus une pandémie. Donc c'était un peu la totale. Hein. Ouais. Donc et ça aussi, ça a eu un impact dans ma recherche, parce que déjà je faisais des études de l'impact de pourquoi il y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine, mais quand moi j'ai passé dans ce procès de divorce et que je me suis rendu compte de toutes les décisions que moi j'avais prises par rapport au fait que je suis une femme, au fait que voilà que j'étais mariée, au fait, enfin toutes les décisions de ma vie qui ont impacté, que moi j'ai pris des décisions, j'ai pris des décisions et c'est des décisions que quand j'étais dans ce procès de divorce, je me suis dit si j'aurais pas fait ça, enfin si j'aurais pensé de cette façon, j'aurais pas pris ces décisions. Et voilà, c'est le fait comment le genre a un impact dans nos prises de décision, dans leur façon, dans la façon, dans le domaine qu'on choisit. Parce qu'évidemment, quand j'étais mariée, moi, j'ai eu d'autres priorités. Et après, je me suis dit, ah ben mince, mais c'est plutôt les femmes qui prennent ces décisions et pas ces autres. Et puis, donc du coup, pour moi, c'est aussi que au milieu au milieu du doctorat, en pleine pandémie, c'était grâce à que j'ai eu ce soutien tellement fort, de ce réseau de soutien très fort, non seulement à la maison, les amis, mais aussi le comité doctoral, que tout le monde m'a dit, tout le monde m'a poussé à ne pas m'écrouler et je me suis accrochée à mon doctorat, que c'était la seule chose que j'avais. Mm-hmm. Ta bouée de sauvetage. C'était mon gilet de sauvetage. Mais en plus, ce qui était merveilleux, c'était que la main supervisor, la superviseure principale oui.
du doctorat, elle m'a poussé à non, mais mon comité m'a pas lâché, m'a dit non, Nayana, maintenant il faut mettre à fond ton doctorat, il faut mettre à fond ta recherche. Et donc c'était comme non, ne pense à rien, pense à ta recherche, pense à ta recherche, pense à ta recherche. Dans ma famille aussi, et donc ma main supervisor, ma superviseur principale m'a dit bon, Anayana, c'est le moment de faire des entretiens pour ta recherche. En plus, tout le monde est à la maison, donc parce que c'était mars 2020 que tout a passé dans ma vie. Okay. Ouais, c'est vraiment le moment de la pandémie. Et j'ai commencé à faire des interviews à des femmes de leaders. Et comme il y avait la pandémie, ben c'était super parce qu'ils avaient le temps, moi aussi. Et donc ça a commencé à faire. Et pour moi, c'était aussi un truc thérapeutique parce que écouter les histoires de vie de femmes dans le leadership, c'est pas des vies faciles, hein. Les femmes qui sont dans un niveau de leadership, elles sont là parce qu'elles ont pas pris la voie, une autre canonique, connue, traditionnelle, voilà. Et donc, écoutez que, ah non, mais elle aussi, elle a divorcé. Mais elle avait 2 enfants. Et elle a divorcé, elle avait, non seulement quand elle était en train de, et elle aussi. Elle a pas divorcé, mais elle a eu je sais pas, donc différents challenges, oui. Voilà, des différents challenges. Et donc, j'avoue que, écouter toutes ces histoires, que c'était pour le doctorat. Mais pour moi, c'était une façon de me guérir aussi, parce que j'avoue que chaque fois que je finissais un interview, je finissais d'enregistrer, poum, et j'allais pleurer dans l'autre chambre parce que c'était tellement fort de voir que voilà, que j'étais pas la seule qui était en train de passer dans un défi si compliqué pour moi, à mon avis. Oui, difficile. Tu sais, j'imagine, à ce moment-là, ça a l'air du plus grand défi de ta vie, là. Ça prend une proportion incroyable. Je peux juste imaginer. Ah non, mais c'est super intéressant. Je suis tellement content que tu aies raconté cette histoire parce que, dans le fond, c'est un petit secret que c'est la première fois que je la raconte, David. Merci de la partager avec moi. Je le reçois avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance parce que je suis sûr que tu n'es pas la seule et que il y a des personnes qui vont nous écouter et il y a des femmes qui vont nous écouter et avec qui ça va résonner. Et donc c'est ça. Aujourd'hui, tu as parlé avec déjà plusieurs femmes, tu as fait plusieurs entrevues sur tu en as fait pour ton doctorat, mais après, maintenant, sur ton podcast aussi. C'est pour ça que mon podcast est né. Ok, c'est de là qu'il est né, merveilleux. Mais c'est logique, ouais. Je comprends tellement. Là maintenant, tu vois un peu toute ma vie, elle est un peu. Ouais. Et donc là, alors je dirais, ceux qui nous écoutent, dans pas longtemps, on va partager les liens où vous pouvez trouver ce que Nayana a fait. Je vais aussi les mettre dans les notes d'épisode. Mais là, étant donné qu'on est vraiment, on est presque à 1 heure d'enregistrement. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Puis il y a eu des interruptions aussi, donc c'est pas pour être pressé, mais je pense qu'on a couvert beaucoup de terrain sur l'avant. Mais là, j'aurais envie de te laisser la place, de te laisser, disons, le micro pour que tu parles à la personne qui peut-être est en 3e année de doctorat, peut-être est aussi en rupture de relation, peut-être se dit finalement c'était un mauvais choix de devenir scientifique. J'ai peut-être c'est peut-être ça qui m'empêche de faire plaisir à X ou Y personnes autour de moi et de mettre en question ses objectifs et ses désirs et ses en tout cas les valeurs qui l'ont guidée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, nommément suivre une carrière scientifique et éventuellement devenir chercheuse, ou bien aussi, et des fois il y a des gens qui font leur master et qui décident de se lancer en entrepreneuriat, aussi qui ont décidé d'aller dans un domaine qui est peut-être plus typiquement dominé par des hommes et qui se sentent un peu inconfortables. Je suis sûr que tu as quelque chose à partager avec cette personne-là
fictive, c'est sûr, là, mais qui représente un peu tout ça, et que tu peux aussi penser que tu peux parler à toi au milieu de ton doctorat. Est-ce que ce serait quoi un message d'inspiration avant qu'on partage comment contacter avec toi, où trouver tes contenus, etc. Donc, je te laisse la place, je te laisse la scène pour que tu parles à cette personne-là qui nous écoute et qui a besoin d'un peu d'inspiration puis de courage. Bon, d'abord, si tu es en train de passer dans une rupture ou quelque chose d'important dans ta vie, souviens-toi que ça va passer. Quelque chose que dans mon cas aussi, c'est important de dire que si tu es dans une voie que c'est pas la tienne, c'est pas grave, tu peux toujours changer d'avis et c'est tout à fait valable de changer d'avis. Dans mon cas personnel, une citation qui m'a beaucoup aidée dans ce moment-là, que c'était: ta carrière ne te quittera jamais, ton mari, on ne le sait pas. Donc, c'est-à-dire, accroche-toi à ton cerveau, accroche-toi à tes connaissances. Ton entourage peut changer et pas seulement quand on dit, ta situation peut changer du jour au lendemain, ça c'est pour tout le monde. C'est pas que si tu es dans un procès de divorce, ou peut-être c'est toi qui as décidé que tu veux pas continuer dans cette relation. Demain, tu peux rencontrer l'amour de ta vie et décider de faire une vie avec cette personne, ou tout seulement on peut passer par un accident. Il y a des gens peut avoir des accidents et du jour au lendemain, ta vie change. T'as plus de partenaire parce que il y a eu un accident, donc on touche le bois, mais on sait jamais, non? Ou toi, tu peux avoir avec une complication médicale demain. Enfin, la vie, elle change. Mais la seule chose que tout le reste, demain, tu peux ne plus avoir de maison, demain, tu peux ne plus avoir de partenaire, demain, tu peux ne plus avoir des trucs matériels. Mais ce qui va rester avec toi toute ta vie, c'est ce que tu as ici à l'intérieur, ton cerveau, tes connaissances, ton parcours, tout. Donc, si je peux partager quelque chose, c'est si t'es à la moitié du doctorat, vas-y, t'es déjà à la moitié du doctorat, ça va passer, n'importe quoi que t'es en train de passer, ça va passer. Je conseille vivement, je te le passerai si tu veux le PDF. Il y a un paper, un scientific paper, les gens on écoute, on aime bien ça, qui s'appelle Life After a PhD, What I Wish I Had Known Sooner. OK. Donc, c'est qui l'auteur? C'est un papier. C'est Leon McGinnis. OK, je vais le mettre... en 2010. Parfait, je vais le mettre dans les notes d'épisode, oui. Et donc, tu allais commenter, oui. Et aussi, il y a un autre livre que moi aussi je le conseille beaucoup. Ça m'a beaucoup servi. C'était un livre qui s'appelle Living Academia, A Practical Guide de Christophe L. Catherine. Ça c'est quand t'as fini tu l'as lu? Non, je connais Chris Catherine. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai déjà parlé avec lui sur LinkedIn et d'ailleurs, j'aimerais tellement le rencontrer. Il est au Canada, mais il est pas à Montréal. Mais c'est quelqu'un que je connais du réseau des carrières postdoctorales. Et oui, ça, il a un livre. Je devrais mettre ici une des choses qui manque, c'est une petite bibliothèque des livres que j'ai ou que j'ai lus ou que j'aimerais lire dans le domaine. C'est une bonne idée qui vient de venir là. Et aussi un autre que tu peux ajouter, c'est un autre de Work Identity. Qui s'appelle Unconventional Strategies. Parfait. Elle est super. C'est de Herminia Ibarra. OK, parfait. Elle est à Harvard. Et il est super, ce livre. Il est super. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est des livres que je conseille. Vous pouvez trouver tout mon profil sur mon site web, nayanaguerrero.com. Et donc voilà. Le podcast est là aussi. Le podcast aussi est sur. Est là aussi. Parfait. Très bien. Donc je mettrai le lien bien sûr dans les notes d'épisode, mais c'est facile, c'est le nom de Nayana, nayanaguerrero.com. Et s'ils veulent te contacter, est-ce que LinkedIn c'est une bonne plateforme? Pour moi, c'est super simple de me contacter parce que je suis partout. Partout. Et en plus, j'adore. En plus, parce que je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram. Sur Instagram, je suis comme Nayana Guerrero PhD. Sur LinkedIn, c'est Nayana Guerrero PhD.
mon site web nayanaguerrero.com. Et en plus, moi, j'adore rencontrer des gens. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça en train de faire des cafecitos par Zoom. Donc, j'adore connecter A avec B, etc. J'adore rencontrer des gens. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi. So happy heureuse de se mettre en contact. Merveilleux. Et merci David. Mais non, merci à toi d'être venu. J'ai juste envie, avant les remerciements, j'ai juste envie de faire une petite boucle parce que j'ai une image qui me vient à la tête qui est et que bon, mais tu viens de m'ouvrir dans le fond cette fenêtre sur cette situation on n'en avait pas parlé avant aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au milieu de ton doctorat. Et j'ai l'impression, en tout cas, et ce que je vais dire s'applique à tout le monde, pas juste aux femmes. Puis c'est pas directement en lien avec des ruptures, en tout cas des divorces et des choses comme ça. C'est en lien avec le leadership, ton intérêt pour le leadership. Et j'ai l'impression que ce que cette situation en tout cas triste ou difficile. On dit triste, mais aujourd'hui, on a réussi à en rire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu sais, tu as réussi avec le temps, à travailler ça. Mais bon, sur le moment, c'est sûr, triste, difficile, et des larmes ont été versées, je suis sûr. Puis tu l'as dit en plus. Mais c'est pas spécifiquement en lien avec ça. On dirait que, parce que quand je t'ai demandé le pourquoi de ce que tu fais, c'est à cet événement-là que tu es allé. C'était de cet événement-là que tu as voulu me parler. Et en fait, je vais te challenger avec une phrase qui m'est venue qui distille un peu ton why, tu sais, ton pourquoi. Et j'aimerais savoir si tu penses que j'ai quelque chose ou bien tu peux juste y apporter tes corrections. Mais ce que ça me fait penser, et avec le message que tu viens de dire, c'est le leadership. Parce qu'on pense en leadership, hein, quand on dit ça, on pense quelqu'un est devant une équipe, quelqu'un est devant une entreprise. Mais toi, tu as eu un moment où tu as repris le leadership de toi-même et de ton trajet. Et donc la phrase qui m'est venue, c'est le leadership commence à l'intérieur de soi-même. Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que c'est ce que je suis trop poétique aujourd'hui? Non, le leadership commence avec toi-même. C'est avoir le leadership de ta propre vie. Donc prends le leadership de ta propre vie. Ça c'est le premier pas à faire. N'importe dans si t'es en train de faire des études de licence, de master ou de doctorat, c'est prends le leadership de ta vie. Point, c'est tout. Après, le reste va s'aligner. Mais je pense que ça c'est le plus important. C'est prendre le leadership de ta vie. Et après, t'inquiète pas, le reste va s'aligner. Et comment prendre le leadership de sa vie? En train de lire des livres, de faire des formations, de faire des études, d'écouter des merveilleux podcasts comme celui de Papa Pichi. Et enfin, de être très sélectif avec les gens avec qui sont dans ton entourage direct. Ça, c'est très important parce que cette énergie va te contagier. Donc, si je pourrais partager un message, c'est prends le leadership de ta vie, sois conscient de comment tu investis chaque minute. Quels sont les contenus que tu écoutes? Avec quelle personne tu parles? Qui est ton entourage? Qui est ton entourage en général? C'est qui sont tes amis? Voilà, parce que absolument tout, combien de temps tu dépenses avec ton portable, c'est sois conscient de ta vie, sois conscient de ta vie et de ton leadership. Donc, de ton leadership, merveilleux, parfait. Ben content que tu sois d'accord avec ma petite diatribe poétique, mais vraiment je trouve que c'est super intéressant et c'est en lien direct avec ce qu'on disait. Si tu prends le leadership de ta vie, ça veut dire que tu fais ton introspection, tu identifies tes valeurs et tu t'assures que à chaque pas que tu prends, tu restes aligné avec le plus possible. Rien n'est parfait dans cette vie, mais merveilleux. Nayana, c'était vraiment un super beau voyage dans ton parcours, avec même des surprises et des revirements inattendus, mais que je pense sont très très importants pour que moi et les auditeurs, auditrices comprennent qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, et après je trouve que c'est clair aussi que faire un doctorat
c'est quelque chose qui peut nous amener, si on garde le leadership et qu'on laisse pas juste comme une espèce d'idéal du doctorat prendre les rênes, si on garde nous les rênes dans nos mains, mais ça peut nous amener à des places qui sont pas typiques, mais qui continuent super intéressantes et où on peut totalement se réaliser dans notre vie, et c'est le cas avec toi évidemment. Et maintenant tu aides d'autres personnes à le faire aussi, donc c'est encore plus merveilleux, c'est encore plus, c'est comme un cercle vertueux. Donc merci énormément d'être venu sur le balado, sur le podcast, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à explorer tout ça avec toi et à te connaître un petit peu mieux. Merci à toi, David. Franchement, merci d'avoir créé ce podcast. Non seulement je t'écoute il y a longtemps, mais je pense que c'est vraiment très généreux de ta part d'avoir créé cette grande famille internationale de personnes qui sont en train de faire un PhD ou qui vont faire un PhD ou qui ont fini de faire un PhD. Et je pense que pouvoir partager ça, c'est très important. Donc, merci beaucoup, David. Et un grand merci à les personnes qui ont écouté ce podcast. Voilà, we're keeping in touch. Voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu aimerais parler directement avec moi, tu peux maintenant le faire sur skool.com/papaphd, une communauté que je viens de créer et à laquelle, en ce moment, tu peux adhérer gratuitement. Tu auras l'occasion de me poser tes questions, tu auras accès à des cours exclusifs et à une communauté de gens comme toi qui cherchent à trouver les meilleures pratiques pour naviguer leur transition vers le monde du travail après leur doctorat. On t'attend sur skool.com/papaphd. À bientôt!